Mieux avec la lumière, ouais. J'y penserai à de la lumière en avance, demain, promis. Ah, en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais dans le noir. Alors, on partage le nouveau deck et on commence sur la question du calibrage. Alors, valorisation et calibrage. Est-ce que vous êtes prêt à lever? Alors, entendons-nous bien, ce bootcamp, il suppose que vous êtes prêt à lever. Et évidemment, tout le monde n'est pas prêt à lever, mais on va faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est prêt à lever. Alors, il y a plusieurs critères qui font qu'on est prêt à lever. La première, c'est qu'on a de la social proof. La social proof, c'est quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui fait référence dans l'industrie et qui dit que vous êtes génial. Et si vous avez ce genre de preuves sociales, ça peut être suffisant pour déclencher l'envie. C'est sans doute la façon la plus faible, la plus dure de déclencher l'envie, mais c'est un début. Ensuite, évidemment, le produit. Est-ce que vous avez un produit? Est-ce que vous êtes capable de faire une démo qui en jette? Est-ce que vous êtes capable de montrer? Évidemment, si vous essayez de lever sur le produit, il faut se concentrer sur le produit, faire une levée sur le produit. C'est hyper dur parce que les gens ne croient pas forcément dans le produit. Donc, à moins que vous soyez ingénieur, designer, que vous ayez vraiment un talent à faire des produits exceptionnels, c'est hyper dur de lever sur le produit. Est-ce que vous avez une techno révolutionnaire? Évidemment, ça, c'est hyper important si vous faites une boîte techno. Et si vous n'êtes pas une boîte techno, l'équivalent d'avoir une tech incroyable et unique, c'est est-ce que vous avez une distrib incroyable? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre boîte qui est un secret et qui fait véritablement la différence? Évidemment, une autre raison de lever des fonds, c'est est-ce que vous avez une super équipe? Et la dernière, la reine de toutes les raisons, c'est est-ce que vous avez de la traction? J'insiste énormément sur la traction. Montrer la traction, montrer l'intérêt de marché, montrer que des gens ont besoin de ce que vous faites, c'est une des choses les plus essentielles que vous pouvez faire en tant qu'entrepreneur. L'attraction, c'est la reine des raisons de lever de fonds. Alors, comment on crée de l'attraction? Eh bien, tout simplement, il faut vraiment penser à qu'est-ce que les gens veulent et être capable de le mettre en face. Si ça demande de l'argent pour développer un produit, c'est pas grave. Faites semblant que ça existe déjà. Si ça demande des moyens stratégiques, des partenariats, avancez. Mais surtout, faites en sorte de mettre les gens en face de quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Beaucoup trop de projets essaient de lever des fonds alors qu'ils ont beaucoup de mal à créer de l'attraction. Évidemment, ne prenez pas trop de market risk. Les market risk, c'est quand vous ne savez pas si les clients vont acheter ou pas et que vous espérez que quand le produit sera prêt, les gens viendront acheter. Ne passez pas des mois et des mois à développer des choses que vous n'avez pas testées. Dérisquez votre marché le plus vite possible. Mais restez optimiste, évidemment. C'est pas parce que vous avez un projet qui est compliqué, c'est pas parce que vous avez un projet qui n'est pas prêt, c'est pas parce que vous avez un projet qui n'est pas adapté que vous ne devez pas faire preuve d'un immense optimisme. Mais c'est pas parce que vous êtes optimiste que vous devez vous mentir à vous-même. Vous mentir à vous-même, c'est la pire chose qui soit. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Si vous avez des mauvais chiffres, admettez d'avoir des mauvais chiffres. Si ça ne convertit pas, admettez que ça ne convertit pas. Si votre équipe, elle est branlante, elle est foireuse, soyez hyper honnête, mais dans les deux sens. Montrez qu'il y a de l'ambition, montrez qu'il y a de la vision et montrez que vous êtes conscient des problèmes et que vous êtes là pour utiliser l'argent des investisseurs pour les résoudre. Ne faites pas une vente où 100% va bien. Une levée de fonds, c'est un équilibre entre l'articulation d'être capable de montrer que le futur sera brillant, de montrer que le présent est challenging
et que entre les deux, il va y avoir des étapes et des milestones qui sont très durs. Et c'est en ça que l'argent et les investisseurs seront nécessaires. Évidemment, maintenant se pose la question du calibrage de votre levée de fonds, non pas, comment dire, non pas en termes de deck, de matériel, etc., mais de valo. Est-ce que vous avez la bonne valo et est-ce que vous êtes en train de déconner ou pas? Alors, comment on fait pour déterminer la valo de sa boîte? Il y a deux types de boîtes. Il y a les boîtes qui ont du revenu et il y a les boîtes qui n'ont pas de revenu. Pour les boîtes qui n'ont pas de revenu, vous devez faire un budget précis sur 18 mois. Vous devez être capable d'expliquer de quel argent vous avez besoin dans les 18 prochains mois. Et cet argent doit pouvoir être convaincant sur le fait que si vous dépensez cet argent en 18 mois, votre entreprise passe une milestone importante. Par exemple, si vous avez une boîte hardware, vous pouvez expliquer que grâce à cet argent, vous êtes capable de construire un prototype qui marche. Ou si vous êtes un SaaS, que cet argent vous permet d'être en ligne et d'avoir des clients, whatever. Mais vous devez penser 18 mois de budget, être le plus précis possible dans ce budget, hyper précis, et ensuite multiplier, donc faire le budget de combien vous avez besoin pendant 18 mois et être très clair sur la milestone que ça va permettre d'atteindre. Pareil pour les boîtes de service, Mohamed. Exactement la même chose. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous multipliez par 5 et ça vous donne votre valo idéal. Votre valo idéal, c'est 18 mois de budget qui dilue de 20% votre boîte. Ça, c'est le top du top. Ensuite, évidemment, avec la négo, vous finirez sans doute plus à 25 ou 30%. Et ça vous donne vos seuils de négo. Maintenant que vous avez ça en tête, ne surtout pas parler en premier. Vous devez dire combien d'argent vous avez besoin, mais vous devez forcer les investisseurs à dire combien ils veulent de parts en échange de l'argent. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de mettre les gens dans une seringue et dans une négo. Ça, je vous montrerai en détail comment on met les gens dans une seringue. Ali, je suis en position faible parce que j'ai besoin de l'argent. Alors, hyper important dans une levée de fonds, c'est que vous ayez besoin de l'argent ou que vous n'ayez pas besoin de l'argent, vous devez absolument prétendre que vous n'en avez pas besoin. Vous devez être prêt à mourir. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, vous n'aurez jamais la bonne façon de atteindre vos objectifs. Alors, Louis, qui est un peu impatient, il a des revenus, il dit « Et moi alors, comment on fait pour les boîtes qui ont des revenus ?» Alors malheureusement, les boîtes qui ont des revenus, elles sont évaluées extrêmement différemment. Évidemment qu'à partir du moment où on a des revenus, on n'est plus du tout évalué de la même façon. Alors, il y a deux catégories de revenus. Soit vous faites des revenus pour de vrai. Et dans ce cas-là, votre valo est un multiple du revenu en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes. Et ça, c'est très compliqué. Il faut des comparables, il faut travailler. C'est sans doute les moments où un leveur de fonds est utile. D'ailleurs, ça, on peut en parler. N'hésitez pas à me dire votre domaine d'activité et je vous dirai quels sont à peu près les multiples et comment une boîte est valorisée. Soit vous avez des tout petits revenus et dans ce cas-là, il faut se comporter comme si vous n'en avez pas. Surtout, ne soyez jamais fiers de faire un petit peu d'argent. Il ne faut pas faire un peu d'argent, il faut faire beaucoup d'argent en une fois. Et tant que vous n'êtes pas capable de faire beaucoup d'argent, vous devez vous comporter comme si vous ne faites pas du tout d'argent. Tu peux préciser cette remarque, vous devez faire croire que vous n'avez pas besoin de l'argent. Quand vous rentrez dans un rendez-vous investisseur, si par exemple vous avez 3 mois de cash et que dans 3 mois vous allez mourir, la pire chose que vous pouvez faire, c'est de le dire. Donc, vous devez accepter l'idée que peut-être que dans 3 mois, il n'y a plus d'argent, vous allez mourir.
et vous comportez à la dernière minute comme si vous n'aviez pas besoin de l'argent. Vous n'avez pas le choix. La négociation avec les investisseurs suppose que vous êtes prêt à mourir et à rater votre boîte plutôt que prendre leur argent dans de mauvaises conditions. Si vous n'avez pas cette optionnalité qui est que ça peut foirer, vous n'allez jamais faire une bonne négo. Budget sur 18 mois, un modèle qui a déjà fonctionné ou c'est juste une liste de charges et de ce que l'on en fait? C'est une liste de charges et de ce qu'on en fait et très précise. Plus dans cet exercice budgétaire, vous allez être précis et vous êtes capable de montrer que vous êtes précis, plus vous allez pouvoir justifier votre valo. Quel milestone est acceptable pour cet horizon à 18 mois? Justement, la plus impressionnante possible, celle qui va changer votre valo au prochain tour de table. Comment tu évalues le budget sur 18 mois? Par exemple, budget marketing, plus de salariés, je peux très bien avoir besoin de 1 million comme 2 millions qui découvrent complet. Alors, Olim, t'es un casse-couille. Je le dis sympa. En fait, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est à toi de faire des choix qui sont intéressants et que tu peux justifier. Tu as tort, tu as raison, c'est à l'investisseur de l'évaluer. Je veux dire, si ma grand-mère elle avait des roues, ça serait une bicyclette. Évidemment que tu peux tout faire. 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions. Mais tu dois montrer aux gens que tu as un sens de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et tu dois montrer un sens de, oui, tu es aux commandes, tu es le pilote de l'avion et tu es capable de prendre des décisions. Et les décisions, c'est budgété. Tu as besoin de 500 000 et pas d'1 million parce que tu as décidé que ce serait 500 000. Et si tu as du mal à prendre des décisions, tu vas avoir un mal monstre à faire une boîte. Est-ce que ça vaut le coup de tenter un dossier BPI? Bien sûr que ça vaut le coup. C'est un truc de bâtard, mais ça vaut le coup. Je rigole. D'accord, mais on leur fait pas croire qu'on a 3 ans de cash. Mais non, on fait croire rien. D'ailleurs, tu peux très très bien leur dire que tu as 3 mois de cash. Ce qui compte, c'est pas de mentir sur le fait que tu aies du cash ou pas. Je me suis peut-être mal exprimé. Ce qui compte, c'est de leur faire comprendre que même si tu n'as plus de cash, même si tu es prêt à mourir, tu n'en as rien à foutre, que tu ne feras jamais le deal dans de mauvaises conditions. Par exemple, moi, une fois, j'ai fait une négo en disant, voilà, dans une semaine, on n'a plus de cash. C'est maintenant ou jamais. Et si les gens veulent investir, c'est maintenant. Je suis dans la formation des transports. C'est quoi un peu d'argent? Disons que quand on fait moins d'1 million de chiffre d'affaires par an, on devrait considérer qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires. Le gaming, quand on fait du chiffre d'affaires dans le gaming, grosso modo, on est valorisé 3-4 fois le chiffre d'affaires. Je suis dans le domaine du recrutement IT via une SaaS. Ok. Un SaaS, c'est 12 à 15 fois le chiffre d'affaires. Éducation, formation pro, c'est 0 les multiples. En général, c'est 1 an de chiffre d'affaires. Secteur de l'EdTech, c'est pas un vrai secteur, il n'y a pas vraiment de multiples. Pour la création d'une marque de vêtements, comment déterminer une attraction qui n'existe pas encore? Tout simplement par la désirabilité. Par exemple, est-ce que tu es capable de donner tes vêtements à des influenceurs qui montrent qu'ils se sentent trop swag avec? Et donc, ça crée de la désirabilité, donc ça crée de l'attraction. Même si, en fait, tu n'as que 1 ou 2 vêtements de près. Pour les boîtes sans revenus, faut-il obligatoirement être déjà constitué pour pouvoir lever des fonds? Oui, oui, oui. Il faut être constitué légalement. Vaut mieux rester en bêta gratuit ou se lancer aux ventes. Toujours, toujours, toujours faire ce qu'il y a de nécessaire pour lever des fonds. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est levé de fonds. Il n'y a pas une réponse en soi. La question, c'est quelle est la milestone la plus importante que tu peux faire? Industrie, béton avec revenus récurrents, quel coefficient? Si tu as des vrais revenus récurrents, c'est 10x. Secteur du podcast, c'est un non-marché, Karine, ça. Il n'y a pas vraiment de variables. Innovation en lien avec l'automobile, ça, c'est très, très dur à valoriser. Quand tu as très, très peu de clients comme les clients automobiles, soit tu vaux beaucoup, soit tu ne vaux pas grand-chose, mais tu vas être dur à valoriser plusieurs fois le chiffre d'affaires. Domaine low-code, no-code, automatisation des développements informatiques, là, la valo, elle peut être délirante. En ce moment, on voit des trucs incroyables. Quand un domaine est à la mode chez les VC, il n'y a plus de limites dans les valos. Pourquoi ne pas parler des petits revenus si c'est le début que ça permet de monter d'attraction? Parce qu'un petit revenu, ce n'est pas une traction. Ce qu'il faut montrer, c'est par exemple le revenu par client. Ça peut être de l'attraction.
Ce qu'il faut montrer, c'est le temps pour décrocher ce revenu. Ça peut être l'attraction. Mais le petit revenu en soi, ça ne vend pas d'histoire. Un revenu sans histoire n'a strictement aucun intérêt. Doit-on avoir en vue la deuxième levée de fonds lors de la première ou aller chercher le max en 1 et on verra s'il faut plus tard? Toujours lever ce qu'on peut. Jamais lever ce qu'on a besoin. Notre logiciel de gestion de données d'échantillons pour la recherche, biobanque, pharma. C'est quoi le multiplicateur? Alors là, c'est pas grand-chose, hein, parce que ça, c'est typiquement le genre de marché où la seule chose qui compte, c'est les revenus, et les gens vont valoriser ça très faiblement, 2 ou 3 fois les revenus. 10 cas par mois dans le business de la data pour un seed où on fait semblant que c'est ridicule encore. 10 cas par mois, c'est ridicule. Par contre, ce qui peut être impressionnant, c'est comment tu fais ces 10 cas, avec qui tu fais ces 10 cas, pourquoi tu fais 10 cas. Raconter des histoires de vous, quand la data n'est pas grosse, elle a besoin d'être accompagnée par un storytelling spécifique. Ta méthode de valorisation est claire et immédiatement après, tu as vite touché sur la négo investisseur qui mènera à une diminution de 30% de la valo que tu as définie. C'est bien ça où j'ai mal compris. Oui, alors, je reformule, Lucas. Merci de pointer quand je ne suis pas clair. Budget x 5, ça fait 20% de dilution. 20% de dilution, c'est le top du top que tu peux avoir dans un round. C'est très dur de diluer moins avec 18 mois de budget. Maintenant, il faut t'attendre à tomber à 30 de dilution. Et la marge de manœuvre, c'est entre 20 et 30. Si je comprends bien, si pré-revenu, vision, storytelling fou, plus traction d'autres métriques, si revenu, pas de valeur cumulative, mais valeur évaluée différemment. Exactement. Perso, j'ai eu tellement de VC qui m'ont dit qu'un marché de niche nécessitait des premiers résultats pour se positionner. Bullshit. Non, c'est deux choses différentes. Les revenus peuvent montrer que, par exemple, il y a plein de VC qui sont hyper contents qu'il y ait du revenu. Mais ils ne vont pas vous valoriser sur le revenu, ils vont vous valoriser sur le storytelling. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de revenus. J'ai dit qu'il ne fallait pas retenir le revenu comme un élément de valorisation tant que ce revenu n'était pas suffisamment important. PropTech, grand vent en poupe, les valos sont délirantes. Industrie textile, c'est descendant, valorisation basse. Abonnement SaaS, valorisation haute. En FinTech, il n'y a même plus de multiples de CA. Là, les multiples, c'est 20, 30, 40. C'est vraiment des multiples de concurrence et pour le deal. Et en fait, grosso modo, ton multiple est de 10 si tu as une term sheet, de 20 si tu en as 2 et de plus de 30 si tu en as 3. Quoi. Industrie de la musique, nouveau modèle économique, très, très, très dur. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bif à faire. Alors, attention, tout ça, ce que je vous donne, c'est la tension sur le marché. Ça ne veut pas dire que si vous faites bien votre travail, vous ne pouvez pas aller contre les standards de votre marché. Le but d'un entrepreneur, c'est de comprendre la difficulté à laquelle il se confronte et d'aller au-delà. C'est pas, ne prenez pas ça comme un ça y est, c'est fini, je dois arrêter. Non, vous devez prendre ça comme un challenge qui se pose à votre entreprise. Pourquoi la EdTech, ce n'est pas un vrai secteur? Parce que sous EdTech, il y a tellement de choses différentes. EdTech, ça peut être Coursera, EdTech, ça peut être un jeu vidéo pour enfants, EdTech, ça peut être une plateforme pour apprendre des langues. Ça, c'est le genre de concept que les consultants adorent créer, mais qui reflètent des choses et des réalités extrêmement différentes au niveau réel. Que penses-tu d'un investisseur qui te propose XK euros pour atteindre des milestones à 9 mois avec possibilité de mettre 5 mois? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un deal tranché. Je vous recommande d'éviter au maximum les deals tranchés à votre stade. Plus un deal est tôt dans son histoire, et moins il doit être tranché. Si on lève 200 000 K et qu'on a beaucoup de personnes qui veulent investir, on peut monter le montant levé. Exemple 500 000. Bien sûr, vous pouvez même monter la valo. Souvent, les entrepreneurs, ils ont peur de monter la valo, mais les gens s'en foutent. S'ils ont décidé d'investir à 1 million de valo, ils ne vont pas dire non à 2. Surtout si vous leur dites qu'au lieu de lever 200 000, vous allez lever 500 000. Ce qui réduit structurellement leur risque. Donc, n'hésitez pas à monter la valo et l'attraction si vous avez beaucoup de demandes. Et prenez toujours l'argent que vous pouvez, pas l'argent dont vous avez besoin. Il y a tellement d'entrepreneurs qui refusent l'argent et c'est pas bon. Tu peux expliquer la dilution qui passe de 20 à 30% selon la valo?
Bah, si tu lèves 1 million à 10 millions de valo, post-monnaie, tu as 10% de dilution. Si tu lèves 1 million à 3 millions de valo post-monnaie, tu as 33% de dilution. J'ai une question, Oussama. J'ai développé une branche avec 1 million de CA en 3 mois, véridique. J'ai un partenaire, ensuite j'ai monté mon équipe, j'ai une 1,2 million en 6 mois. Est-ce que je peux commencer ma première partie lors d'une levée de fonds? Bien sûr, toute story de votre expérience passée, de votre histoire, de votre parcours, qui montre que vous êtes l'expert de ce projet, vous devez le mettre en avant. Est-ce qu'un POC, Proof of Concept gratuit, peut être comme de l'attraction? Si beaucoup de gens l'utilisent, oui. Sinon, non. Peut-on envisager une prise de participation inférieure à 10% en site pour une levée à 500 000? C'est dur. C'est très, très, très dur de lever, de perdre que 10% sur un premier tour. J'ai vu de temps en temps, ça arrive, mais franchement, tu te demandes dans ce cas-là. Parce que si tu peux lever 500 000 pour 10%, lève 1 million pour 20. Vaut mieux avoir plus d'argent. C'est trop débile de se réduire et de vouloir refuser juste de la comment dire? C'est débile de refuser de l'argent si vous en avez disponible. Pourquoi prendre l'argent qu'on peut plutôt que l'argent dont on a besoin? Ne risque-t-on pas de se faire diluer ou d'être dans une fuite en avant? Non, mais c'est tout le sujet du peu. C'est pas à dilution infinie, mais à dilution égale, vaut mieux prendre plus d'argent et ne pas le dépenser. Pour éviter la fuite en avant, c'est de se comporter comme si on avait dépensé moins. Et ça, c'est puissant, parce que ça donne plein d'avantages. Ça fait qu'on a moins de chances de mourir au premier cycle si on s'est trompé, qu'on peut essayer de construire plusieurs boîtes et qu'on peut arriver à faire des choses incroyables. Alors, attention, une partie en equity, une partie en compte courant d'associé, c'est génial. C'est pas un deal tranché, ça. Les deals tranchés, c'est des deals dont une partie de l'argent dépend de milestones futurs. Et pourquoi il faut les éviter? Parce que vous levez ici, vous faites votre milestone, et ici, peut-être que votre valo a explosé. Et vous n'en savez rien. Et en fait, un deal tranché, c'est savoir à l'avance la valo future de votre boîte. Déjà que la valo présente de votre boîte, c'est compliqué, alors imaginez la valo future. Par contre, une partie en compte courant, une partie en equity, ça c'est génial, ça n'a rien de tranché. Ça. Multiplicateur pour nos codes, il y a no limit. Sky is the limit. Pour un CA mensuel de 20 000 cas étant dans un marché niché, avec une forte croissance de développement dans les pays de la sous-région et un marché plus important, comment faire la valo, surtout quand l'investisseur vient d'un de ces pays. Alors là, bon courage. La meilleure chose que je puisse donner, c'est oublie ton chiffre d'affaires, oublie ta situation, regarde ton budget sur 18 mois et fais x5. Prends cette méthode, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Quand tu dis que 200K annuels de revenus, c'est petit comme montant à mettre en avant, ça peut être problématique pour aller lever des fonds avec ce genre de revenus. Ou faudrait-il avoir plus de revenus, c'est toujours mieux. C'est sûr. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ce que je dis, c'est que ça sert à rien de mettre en avant des 200 000, 300 000 et espérer avoir un surplus de valo sous prétexte qu'on a un petit peu de chiffres. Alors, j'ai eu des rendez-vous avec des BA, ils m'ont donné un deuxième rendez-vous avec leur fonds de BA, c'est bon signe. Oui, c'est très bon signe. C'est comme dans un date. Si tu as un deuxième date, c'est que ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce qui est bon signe dans la levée? C'est tout ce qui fait avancer. Et surtout, il ne faut surtout pas croire aux conneries des gens. Toujours leur mettre des deadlines. Si les gens font 3 rendez-vous, 4 rendez-vous, 5 rendez-vous, ça peut être utile, ça peut être nécessaire, mais il faut avoir des milestones clairs. Il faut dire aux gens, OK, comment on passe? Le compte courant, c'est de la dette qui est posée dans l'entreprise. L'equity, c'est de l'equity, c'est des actions. Attention, les levées de fonds, ça n'a rien d'objectif. Les levées de fonds, c'est l'offre et la demande. Il y a des secteurs dans lesquels l'offre est inférieure à la demande, donc ça coûte plus cher d'acheter des actions dans ce secteur. Les fintechs ont des gros multiples, pas parce qu'objectivement elles valent plus, mais parce que des gens qui veulent prendre des risques fintech, il y en a plus que des gens qui veulent prendre des risques proptech, par exemple. Ali, je vous offre à tous un pack de mes boissons naturelles. Veux-tu goûter? Bien sûr, moi je suis toujours goûté, moi. Zidane Soccer. Alors, pour aller le plus dur, lever 100 000 ou 300 000 euros, c'est très dur. C'est très, très dur.
Quand on parle de fonds levés, un crédit bancaire, subvention, prêt d'honneur, ça compte. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment, il faut tout additionner. Comment faire rentrer la taille de marché dans les équations comme Sunday a pu avoir une valeur aussi énorme en seed? Bah, Sunday, ils ont une valeur énorme en seed parce qu'ils se sont lancés dans les restaurants Big Mama et que le jour où ils ont fait leur première levée de fonds, ils faisaient déjà des millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, la traction, c'est tout. Je veux dire, c'est ni la thèse, ni le produit, ni la social proof. C'est la traction. Sunday, c'est une boîte qui fait des millions day one. Avec le cofondateur, nous avons travaillé dans une startup qui a été vendue plus de 20 millions. Le fondateur est devenu investisseur. C'est une bonne idée de le contacter dans ce cas, en sachant que les deux logiciels sont concurrents. Mais oui, bien sûr que c'est une bonne idée. Comme ça, en plus, tu verras comment il se positionne. Je souhaite lever 2 millions pour 20%. Quel ratio equity compte courant? Bah, si tu veux lever 2 millions pour 20% et que le ratio c'est 100% en equity, la question, c'est pas ce que tu veux, c'est ce que les gens veulent te donner. C'est facile de vouloir ça. Mais la question, c'est est-ce que les gens vont vouloir te donner ça ou pas? Alors, lever 100 000 ou 300 000 euros, c'est très dur parce que un investisseur professionnel, il se dira qu'il n'y a pas assez d'argent. Un BA se dira c'est pas assez intéressant. Et en fait, 300 000 euros, c'est risqué parce que si tu te plantes avec les 300 000 euros, il n'y a pas de chance de relever derrière. Donc, franchement, un premier tour en dessous de 600-700 000 euros, c'est vraiment à éviter, sauf si vous avez du love money. Que penses-tu du revenu-based financing pour avoir moins de dilution? C'est un très très bon type de financing si tu as justement du revenu. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour définir la taille de marché? Je l'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de définir la taille de marché, c'est d'avoir une approche bottom-up. C'est de définir un segment utilisateur, un prix de produit et de multiplier les deux. Est-ce que la durée moyenne de levée de fonds est la même avec les BA qu'avec les VC? Alors, évidemment, avec les BA, c'est plus rapide par BA, mais il en faut plus pour faire le même montant. Donc, l'un dans l'autre, on finit à la même durée de levée. On peut faire du love money avant de lever en BA et VC, ça augmente la valo, comme ça augmente le cash. Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment que ça augmente la valo et en plus, ça vous permet de faire des choses. Si vous avez la chance d'avoir du love money, n'hésitez pas à en profiter. Mais par contre, allez chercher votre love money avec une vraie structuration. Même à la fin de ce bootcamp, vous aurez un vrai deck, vous aurez des choses. Utilisez ces choses pour aller lever en love money. Peux-tu donner plus de détails sur pourquoi il est difficile de lever moins de 600-700 000 euros? Parce que ce n'est pas assez d'argent pour dérisquer un projet et que les investisseurs intelligents ne veulent pas rentrer dans un projet où il n'y a pas assez d'argent. Combien d'investisseurs maximum? Il n'y a pas de max. Mais pour définir la taille de marché, où est-ce que l'on trouve les infos pour définir les chiffres? Mais justement, si tu es expert de ton marché, tu dois savoir combien il y a de clients, etc. C'est tout un sujet d'expertise, justement. Par exemple, je sais pas, moi je peux te dire qu'il y a une vingtaine de milliers de startups intéressantes créées en Europe tous les ans. Et je le sais parce que je vois à peu près combien il y en a en France, combien il y en a en Angleterre, en Allemagne, et que je suis un expert sur le sujet, quoi. Quel intérêt pour l'investisseur de mettre une partie en equity, une partie en compte courant? Alors franchement, pour l'investisseur, zéro, aucun intérêt. Maintenant, il y a de l'intérêt pour toi et c'est de la négo. Et donc, c'est une façon de trouver un deal donnant-donnant pour avoir plus d'argent et moins de dilution. Mais l'intérêt côté investisseur, c'est nada, rien. Donc, ça veut dire que tu peux obtenir ce genre de choses seulement si c'est une condition d'entrée et que tu es tellement attractif, tu es tellement désirable que tu peux imposer ce genre de conditions qui ne sont pas investisseurs friendly. Comment l'investisseur calcule son retour sur investissement? Il prend l'argent qu'il t'a donné, l'argent qu'il a gagné, et il fait la division entre les deux. Un e-commerce avec un très grand BFR et de grandes projections à l'international peut-il espérer? Oui, 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 bien sûr. Encore une fois, tout dépend de la story. C'est votre story qui détermine votre potentiel. Ma valo n'est pas temporelle, mais en absolu par rapport à la taille de marché. Oui, en modulo les milestones évidentes que tu as passées. Quand tu dis qu'avec 700K de levée, c'est plus facile de risquer le projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as seulement 700 000 euros, 500 000 euros,
ou 300 000 euros, moins tu as d'argent et plus le risque de te planter dans ta première milestone est élevé. Parce que si tu as 700 000, 800 000, 900 000 euros, tu peux faire, grosso modo, 900 000 euros. Disons que tu as besoin de 300 000 euros pour tenter ta milestone. Si tu lèves 900 000, tu peux tenter 3 fois. Donc, le risque est 3 fois moins important. Donc, évidemment que les gens ont envie de te donner ça. Si on a besoin de 100K pour lancer une première version d'application, mais qu'une levée de fonds n'est intéressante qu'à partir de 600K. Comment obtenir les 100K à part après? Justement, en levant 600K. Et donc, tu as 6 essais. Encore une fois, une levée de fonds, ce n'est pas porté que parce que vous avez besoin. C'est trop bien d'avoir besoin que de 100 000 et de lever 600 000, parce que c'est-à-dire que tu peux essayer 6 fois. Et il faut que vous arrêtiez tous de croire que vous allez avoir raison du premier coup. Est-ce que tu peux nous présenter des investisseurs? Non. Enfin, je veux dire, je vais vous apprendre à aller chercher les investisseurs dont vous avez besoin. Mais tu te doutes bien que je ne peux pas présenter des investisseurs comme ça. Même aux startups de The Family, je ne présente pas d'investisseurs. Je leur donne de la méthode, je leur donne des accès, je leur donne la confiance. Quand on parle de montants de 1, 2 ou 10 millions levés, est-ce que tout le temps uniquement de l'equity ou ça inclut le financement bancaire? C'est très, très rare que les startups aient du financement bancaire. Donc, en général, c'est 100% equity. Est-ce que tu conseilles pour une première levée d'être accompagné par une boîte ou un spécialiste? Alors oui, on parlera des leveurs, mais il y a quelques leveurs que je recommande et évidemment. Comment bien négocier son salaire de fondeur? Stéphane, en l'imposant. Il faut vraiment être raisonnable, savoir exactement combien tu as besoin. Grosso modo, voir quelles sont tes dépenses et faire plus 20%. Mais il ne faut vraiment pas être en situation de faiblesse là-dessus. Parce que quand tu donnes une vision de faiblesse à tes investisseurs, ils vont en profiter après. Et ton salaire, c'est hyper mérité. Alors après, te payer quelque chose de complètement hors marché, ça n'a pas de sens. Mais tu regardes combien, tu appelles 10 CEO qui font la même chose que toi ou qui sont dans le même domaine que toi, ou avec des boîtes à peu près taille équivalente, tu leur demandes combien ils sont payés, tu fais la moyenne, tu vas voir tes investisseurs et tu dis, voilà, je vais me payer tant. Et si vous n'êtes pas content, on en parle. Mais il faut que tu leur montres que ta démarche, elle est intelligente et qu'elle est non discutable. Pour une levée seed, restez sur BA ou visez aussi les VC que constitue l'intérêt du crowd equity. Alors, oubliez le crowd equity, préparez-vous pour les VC, commencez par les BA et seulement si vous avez de l'attraction BA, essayez d'aller voir des VC. Si on fait une levée à 500 000, il faut une valeur à 2 millions. Bah oui, exactement. Est-ce que c'est mieux de prendre un leveur de fonds direct investisseur? Ça, on en parlera. Le prêt en compte courant peut être majoré d'intérêt. Dans ce cas, il y a un intérêt pour l'investisseur d'avoir de l'equity. Oui, mais l'intérêt ne rémunère rien comparé à l'equity. L'equity, ça rémunère le risque. C'est pour ça que ça existe. Si j'ai la possibilité d'avoir un crédit pour lesquels l'État se porte garant, donc techniquement, si la boîte coule, on ne devra rien à la banque. Prends. Est-ce que ce famille accompagne aussi des startups hors France comme la Suisse? Bien sûr. Les invests sont-ils intéressés par le développement de projets numériques sur d'autres continents sans implémentation française? C'est qui les invests? Arrêtez avec les catégories théoriques qui tombent du ciel. Il n'y a pas un dieu qui s'appelle invest. Il y a des investisseurs. Les investisseurs sont des individus. Donc la question, c'est comment convaincre les individus qui peuvent être intéressés par d'autres continents, par d'autres pays. Mais ce n'est pas des invests. Et il faut apprendre à lire les invests, à comprendre leur stratégie, à savoir. Et il faut même être capable de transformer des gens qui ne se considèrent pas eux-mêmes comme investisseurs en investisseurs. Ça, c'est un des grands sujets dont on va parler. C'est quoi le seed et le love money? Alors, le seed, c'est le premier tour d'investissement. Le love money, ça vient avant le seed, c'est quand tu lèves de l'argent auprès de tes proches. J'ai bien compris que quand tu lèves 900 000 alors que ton premier milestone coûte 300 000, tu as 3 essais. Mais alors, comment tu justifies ces 900 000 aux invests? Est-ce que tu es transparent? Bien sûr que tu es transparent. Tu es pour le réseau entrepreneur. Mais encore une fois, Émilie, tu vois ça comme un... Tu vois pas ça comme une vente. J'ai pas dit... Si tu as besoin de 300 000, tu pars lever 300 000. Mais si tu peux lever 900 000, tu montes à 900 000. Et tu montes pas parce que tu en as besoin. Tu montes parce que tu le peux.
à un moment donné, quand ta boîte est attractive, elle est capable d'attirer plus que ce qu'elle a besoin. Et c'est hyper important d'être capable de susciter la désirabilité au-delà de ça. Question directe, s'inscrire à The Family. Ça n'a rien à voir. The Family, c'est pas qu'une question de levée de fonds. The Family, c'est une question d'écosystème. Est-ce que vous avez une boîte qui est hyper scalable? Est-ce qu'elle est hyper tech? The Family, ça fait une toute petite minorité de boîtes. La grande majorité d'entre vous n'a rien à faire à The Family. Non pas que vous n'avez pas le niveau, mais juste vous n'avez pas la bonne nature de boîte qui intéresse The Family. Combien maximum peut-on lever en précide? Alors, je crois que le précide, le plus gros de l'histoire, c'est 1,8 milliard. Donc, si tu fais 1,8 milliard, tu t'arrêtes. C'est le max. Après, tu n'as pas le droit. L'argent levé augmente le capital social, donc la possibilité de lever de l'argent en banque ensuite. Oui, bien sûr, Baptiste, exactement. Et ensuite, je crois que le plus gros site de l'histoire, là, ça doit être encore plus gros. Faut-il avoir peur qu'un BA, par exemple, nous vole notre projet une fois dévoilé? Non, n'ayez jamais peur de ça. Ça n'a aucun sens, cette peur. J'ai jamais compris cette idée que les gens ont en mode « Ah, tiens, je vous ai pitché un truc, j'arrête tout ce que je fais dans ma vie et en fait, je vais aller, boum, faire un concurrent. » Non, mais n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Alors, bien sûr qu'il y a des risques à lever plus que ce qu'on a besoin. Et le premier risque, c'est de faire n'importe quoi et d'être grisé. Mais bon, ça, il faut travailler. On en parlera. On a une compagnie de transfert d'argent en Amérique du Nord. On avait 1 million en 2020, mais j'aimerais faire la prochaine levée bientôt. J'aimerais bien me débarrasser de l'investisseur actuel car à part l'argent, il ne sert à rien. Penses-tu que reprendre des parts de cet investisseur ne donne pas un background négatif? Si, Emir. Ne rentre même pas dans cette logique. C'est bon, il sert à rien, il a donné 1 million, il garde ses parts, tu le dilues, il passe à autre chose. Mais n'essaye pas de racheter. Les rachats, c'est trop compliqué. Ne t'occupe pas de ça, c'est plus ton sujet. Bon, c'était intense ce premier jour. Je vous ai donné plein d'infos, vous allez les digérer. Et demain, on se retrouve. On va avancer et on va rentrer de plus en plus dans le concret et de plus en plus. Aujourd'hui, c'était un tour large sur le storytelling, etc. Demain, on va commencer à rentrer dans le dur du dur de la levée de fonds. Merci tout le monde. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao, ciao.